ChatGPT et OpenAI, depuis quelques mois, ces mots sont sur toutes les lèvres. Des qualités extraordinaires leur sont prêtées par certains, d'autres y voient une menace pour une multitude de métiers. D'autant plus que d'autres applications fondées sur l'intelligence artificielle sont désormais capables de produire de la musique, des images, des photos, vidéos et pourquoi pas demain, des inventions brevetables. Entre fantasmes et réalité, nous tenterons aujourd'hui de faire la part des choses avec notre invité Nabil Hfad, expert dans les nouvelles technologies et dans la transformation digitale des entreprises. Je vous retrouve immédiatement après le générique. Bonjour Nabil. Bonjour Rachid. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert dans le domaine de la transformation digitale, des big data et des nouvelles technologies globalement. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? En fait, je suis jamais à l'aise avec l'expression expert. D'accord. Je préfère rester humble par rapport à ces aspects-là parce que oui, effectivement, j'ai une expertise sur certains sujets. Ça s'appelle expert. Hein? Ça veut dire que vous êtes expert? Mais pas surtout ça. Littéralement, d'accord. Oui. Surtout ça, j'avais beaucoup. D'accord. En tout cas, en IA, je ne suis pas un expert de l'IA, Mhm. expert pur. Par contre, je suis un patron d'entreprise qui utilise l'IA depuis 4-5 ans et qui l'utilise aussi pour ses clients. Donc ça D'accord. fait 4-5 ans que je me suis fait ma petite culture sur ce domaine-là pour essayer de comprendre ce que c'est, ce que ça peut apporter, comment ça fonctionne, bien évidemment. Mhm. Mais les experts sont les personnes qui travaillent avec moi dans l'équipe et qui savent mettre la main dans le cambouis. D'accord, et triturer mais un peu tout ça. ça je comprends. Mais vous êtes en contact depuis un certain temps avec Oui. l'IA et avec l'IA appliquée. Ah oui, moi, au c'est surtout service de l'IA l'entreprise, appliquée, mais pas dans la théorie, Non, non, pas du mais dans la pratique. Alors récemment, tout le monde parle de ChatGPT. Je l'ai moi-même testé en lui posant des questions, en tentant de le piéger. Bon, il s'en sort à chaque fois, mais Le avec une forme contraire de... m'aurait étonné. Hein. Mais avec des questions métaphysiques, mais bon. Mais à chaque fois, il est assez prudent. C'est toujours la réponse, c'est oui, mais non. Il y en a qui pensent cela, il y en a qui pensent cela. Bon, a priori, effectivement, ça va bouleverser beaucoup de choses. Mais vous, concrètement, qui êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, en rapport avec les entreprises, qui connaissez globalement leurs besoins par rapport aux nouvelles technologies, que pensez-vous de ChatGPT? Écoute, ChatGPT est un agent conversationnel qui a été entraîné pour pouvoir reproduire un peu de capacité humaine. Il a pour vocation d'être un assistant. Et donc, comme tout assistant, c'est pas lui qui est censé réfléchir et faire. Il est censé aider, supporter, épauler. C'est une technologie de support qui est extrêmement intéressante, qui, dans le monde de l'entreprise, dans le quotidien, peut devenir un outil de productivité, peut devenir un outil qui facilite, peut devenir un outil qui prend en charge peut-être des parties des processus de fabrication, de production, ou là, j'ai envie de dire d'initiation, de réflexion, de conception, en ce sens où, quelque part, c'est un agent qui accompagne. Il ne fera jamais à la place de l'être humain, il ne faut pas rêver, parce qu'il faut comprendre d'abord comment fonctionnent ces outils conversationnels. Il a été entraîné sur à peu près 500 milliards de documents qui viennent du web, c'est après tout le web jusqu'à 2021. Il a été entraîné pour pouvoir prédire un peu les différentes phrases et les mots qui vont arriver en fonction des réponses qu'il doit proposer. Bien sûr, il a une capacité de calcul et de traitement qui dépasse celle d'un être humain lambda, bien évidemment, c'est la puissance, c'est la force. Non, mais là, il n'y a rien de révolutionnaire dans la capacité de calcul. C'est davantage dans la manière avec laquelle il interagit avec l'individu. Alors, ce qui n'est pas révolutionnaire, mais disons ce qui est évolué aujourd'hui, c'est cette capacité à traiter toute cette masse d'informations et de pouvoir, en un temps quasiment réel, et on le voit d'ailleurs quand on les questionne sur la plupart des sujets, la réponse, elle est de l'ordre de quelques secondes, elle n'est pas de l'ordre de minutes. Donc, c'est tout de suite aller comprendre, d'abord interpréter votre intention, parce que nous, les humains, quand on va le challenger, on va discuter avec lui en langage naturel. C'est pas un langage machine, c'est pas un langage structuré. Pas if, then. Ah non, on va faire un prompt à la limite, on va lui dire je suis éditorialiste, je travaille sur le sujet de la big data et ses évolutions, je suis en train de faire un papier, je voudrais que tu me fasses un petit article sur l'état de l'art en matière de big data aujourd'hui dans le secteur de l'aéronautique. Donc, vous savez, tout ce que vous avez dit ici, ce sont des entrées, c'est des inputs. Donc ça, nous, on l'a dit en langage naturel. Lui, il a récupéré ces éléments-là, il a tout de suite identifié où est-ce qu'il va aller chercher en gros pour pouvoir trouver des éléments de réponse qu'il va recouper. Alors, le recoupement, comment il va structurer ces différents éléments? Parce qu'effectivement, on peut recouper différents éléments, mais en faire un amas qui n'est pas structuré, alors que ChatGPT donne quand même une réponse structurée. Oui, les et qui s'approche de ce que vous voulez.
Oui, les algorithmes qui sont derrière sont des algorithmes de nouvelle génération qu'on appelle LLM ou MLL, c'est un langage qui me dépasse. Et cette nouvelle génération d'algorithmes aujourd'hui, bien évidemment, nouvelle génération veut dire qu'avant, il y a eu des générations. C'est-à-dire avant qu'on arrive à de l'expression langagière naturelle, presque naturelle, par un chatbot ou par un agent conversationnel, nous sommes passés dans le passé, pendant de longues années, par des approximations, des estimations qui faisaient que le discours était haché, n'était pas suffisamment fluide, suffisamment construit. Aujourd'hui, on a cette nouvelle génération de langage qui, elle, est beaucoup plus proche du langage humain, avec très peu de risques d'erreur, d'abord pas d'erreur ni d'orthographe, ni de syntaxe, ni machin, ce qui est déjà très bien, mais avec une fluidité, voilà, avec une fluidité qui relève presque du naturel. C'est ce qui fait le côté un petit peu amazing de ChatGPT. Quand on voit ça, on se dit waouh, je lui écris des trucs, il me répond vite, c'est extraordinaire. Du coup, on commence à fantasmer, imaginer qu'il est capable de penser à notre place et de faire à notre place, ce qui est faux, ce qui est complètement faux, bien évidemment. Mais après, vous parliez de l'impact, enfin du fait que jamais ChatGPT, ni en tout cas l'actuelle génération d'intelligence artificielle ne pourra remplacer l'humain. Oui. Mais en même temps, l'impact des changements que cela va provoquer change d'un métier à un autre. Parce que si je pars de l'exemple que vous avez évoqué, c'est-à-dire je travaille sur un article en rapport avec cette thématique, l'aéronautique, fais-moi un article avec toutes les entrées que je vais lui donner, bah, globalement, il y a beaucoup de journalistes qui devraient commencer à s'inquiéter. Parce qu'on peut avoir un chef de rédaction voilà, qui aura 5 MacBook ou PC devant lui, il va taper dans chacun ce qu'il veut par rapport à un article et il a 5 articles tout prêts. Pas besoin d'avoir 10 journalistes. Oui, il y a certaines fonctions, certains métiers qui vont quand même avoir du mal à lutter. Mais après, j'ai envie de dire, ChatGPT n'est pas en mesure de fabriquer des articles d'expertise pointus. Il n'est pas en mesure d'aller faire du reportage ou de l'analyse. Non, ça on est d'accord. Mais les pigistes, moi je parle des pigistes qui sont payés par... en gros voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre... Ou les secrétaires, les assistants de direction, etc. Alors, voilà, envoyer un mail, faites... Écoute, que ça soit ça ou ailleurs, il faut comprendre qu'il y a un principe, il y a une règle. Là où il y a un domaine, quel qu'il soit, dans lequel on a un processus normé, qu'on peut décrire et modéliser, et dans lequel il y a de la donnée, l'intelligence artificielle telle qu'elle est en train d'évoluer va venir prendre la place. Elle va remplacer le travail de l'humain. Comme d'autres machines ont fait à l'époque. Exact, comme l'ont fait d'autres machines qui sont venues, qui ont permis peut-être de faire un job en 1 heure, alors qu'avant l'humain utilisait plusieurs outils, ça lui prenait 8 heures pour le faire. C'est exactement la même chose. Donc il y a un ensemble de métiers. Quelque part, ce sont des métiers à faible valeur. Là où il y a de la faible valeur, il y a de la reproductivité, il y a de la volumétrie, du process, de la donnée. L'IA va venir s'installer, va remplacer. Maintenant, l'humain est toujours poussé à aller le plus loin possible dans ses vraies capacités. Créativité, intuition, émotion, sensibilité, capacité relationnelle. C'est des choses que l'IA n'arrivera jamais à faire. Donc, pigiste, peut-être que c'est un métier qui n'existera plus. Hein. J'ai envie de dire, c'est comme à l'époque, il y avait les dactylos, ça n'existe plus. Je ne sais pas si aujourd'hui ça change quelque chose dans notre quotidien. C'est fini, c'est derrière nous. Oui, mais les calligraphes. Exact. Bah, il y a eu les calligraphes, il y a les dactylos. Voilà, exact. Donc, c'est dans l'ordre des choses. Donc, il y a forcément des métiers ou des activités qui ont existé pour combler un besoin. Mais aujourd'hui, la technologie arrive, elle standardise, elle bouge ces métiers-là. Mais en plus, ces gens-là peuvent se reconvertir dans plein de choses. L'IA détruit et crée de l'emploi. Hein. Ça, il y a un ce que je peux rappeler, la destruction créatrice. Après, il y a un autre élément. Alors, vous dites effectivement que dans les jobs répétitifs ou qui ne réclament pas une forme de créativité, et où il y a la quantité qui domine, là, la machine peut remplacer. Exact. Mais quand on va dans les chantiers qui réclament plus de créativité, par exemple l'art, l'art qui a une industrie, je parle de l'industrie de la musique, etc. Et bien aujourd'hui, on a des IA capables de composer des partitions, c'est-à-dire vous lui dites, j'aimerais, je sais pas, un concerto dans le style de Bach, voilà, qui dure telle minute avec tel instrument, tel instrument. Elle peut vous le faire. Et il y a eu des tests où l'on a exposé des concertos de Bach avec ceux produits par l'intelligence artificielle à des gens qui ne sont pas particulièrement des connaisseurs ou des spécialistes. Comment on les appelle, des mélomanes. Et ben, ils n'ont pas fait la différence. Je veux dire, demain, on pourra synthétiser la voix de je sais pas, de Lady Gaga ou d'Adèle ou de quelqu'un d'autre, et on pourra lui faire chanter des chansons. Oui. En modulant sa voix et avec... c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. C'est les IA qui sont qui sont capables aujourd'hui de reproduire le ton spécifique d'une voix, l'intonation, le style. Elles vont plus loin. Elles sont capables d'écrire à votre manière, comme vous avez l'habitude d'écrire et de vous exprimer. Elles sont capables de parler, by the way, entre parenthèses, à votre manière. Donc ça, c'est des réalités aujourd'hui. Hein. On est même capable de vous reproduire en train de faire une vidéo complètement fausse que tu n'as jamais faite. On fait dire à Rachid Hachi des choses qu'il n'a jamais dites. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est dans l'évolution naturelle de la technologie. Elle va évoluer, elle va aller encore plus loin. Et elle est déjà allée plus loin. Maintenant, encore une fois, c'est toujours ce qu'on en fait. Pour revenir à l'exemple de créer une partition musicale from scratch,
Ça ouvre des possibilités simplement. C'est qu'aujourd'hui, dans la création publicitaire, on peut avoir besoin de créer une musique très spécifique, avec une ambiance, avec un style. Ça va être facilitateur. Ouais. Mais si derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit suffisamment, entre guillemets, artiste aussi, pour pouvoir dialoguer avec elle, la faire évoluer jusqu'à ce qu'elle arrive à la création que lui veut sortir. Donc ça, c'est les côtés très, très positifs. C'est-à-dire qu'avant, on faisait d'une certaine manière. Aujourd'hui, on fera en étant assisté par ces IA. Et dans tous les domaines. Dans le domaine de l'art, dans le domaine de la peinture aujourd'hui. Hier, j'étais en train de m'amuser à tester une IA qui fait quoi? Vous prenez une photo, par exemple, de votre cuisine, de votre salon, et vous avez une liste de possibilités d'aménagement. Le scandinave, le suédois, le ceci, le cela. Vous appuyez sur un bouton, elle vous redesign le tout. Vous regardez, ça vous plaît, vous pouvez appeler un décorateur et le faire. Ouais. Il y a quelque temps, c'était complètement inimaginable. Je pense que les décorateurs, enfin les architectes d'intérieur ne vont pas aimer l'appli. Personne ne va aimer ce type d'appli. je découvrais l'autre jour aussi une IA parce que bon, on regarde un peu nous, tout ce qui est un peu standard, mais ChatGPT et autres. L'autre jour, je me suis amusé à faire des recherches, j'ai trouvé une IA. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Ils ont pris plein de stand-up comédie, mais alors là, plein. Ils les ont modélisés, ils les ont analysés, du coup, ils sont capables de faire des vannes. D'accord, vous voulez une IA qui fait rire. Ah oui, une IA qui fait rire. Et du coup, on dit, ah, ça aussi, c'est un truc que l'IA va venir s'incruster. Alors, on croyait que l'émotion, le côté tac au tac de l'humain, eh ben, même ça, on est capable de le modéliser un peu. Ben, sauf que ça restera toujours quelque chose, avec un peu de regard, avec un peu d'analyse. On comprend que derrière, c'est un peu de technologie. C'est pas de l'humain. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas d'émotion. Après, voilà, ça va pousser l'humain, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça va pousser l'humain à se sophistiquer, à donner le meilleur de ce qu'il peut donner, et puis d'accepter d'abandonner des tâches à bas niveau de valeur ajoutée sur lesquelles il ne doit plus se faire payer, oui, ou du moins pas autant, parce qu'aujourd'hui, il y a une technologie qui fait le job à beaucoup, beaucoup moins cher. Et c'est l'évolution naturelle des choses. Et qui peut travailler 24 heures sur 24, et qui peut travailler à l'humain. Bien sûr, si vous prenez par exemple aujourd'hui un chatbot de réponse dans les centres de relations clients, dans les services, bah oui, si elle est bien entraînée, bah, ça permet d'absorber une partie. Et puis même au niveau d'usine, intégralement automatisée, c'est-à-dire on a des machines, ça peut fonctionner 24 heures sur 24. Oui, bah, on l'a aujourd'hui dans l'industrie automobile, aéronautique et autres. Hein, ça roule en mode pratiquement robotisé, 100% technologique. Et puis demain même au niveau de la conception, c'est-à-dire le blueprint, le schéma d'une nouvelle voiture, il peut être designé par une machine. On lui donne toutes les infos qu'il faut, les contraintes, elle scanne tous les modèles qui existent, elle scanne les goûts, toutes les phrases qui sont prononcées par les consommateurs. Exact. Et elle peut vous produire. Exact. Et même dans l'innovation, c'est-à-dire concevoir un nouveau moteur, concevoir quelque chose. Bon, on n'en est pas encore là peut-être, mais bientôt. Ce qui est intéressant dans les exemples que tu cites, c'est qu'en fait, il faut voir ça de la perspective d'une équipe qui est censée faire de la conception et qui, quelque part, au lieu d'aller se taper tout le boulot de récupération de la donnée, machin, faire les premiers patterns, ainsi de suite, se retrouve quelque part en un temps très court face à des premières ébauches de solutions sur lesquels eux, ils peuvent commencer à réfléchir et à pousser, parce que encore une fois, on peut regarder ça de deux manières. Si on n'a pas l'habitude de créer de la valeur, on peut être inquiété. On peut dire, oh là là, ce truc-là va prendre mon job, ma place, moi je ne saurais plus faire ça, il faut... Voilà, ça je comprends les gens qui peuvent être un peu anxieux parce que leur seule valeur ajoutée peut-être était de faire des jobs relativement répétitifs et simples. Maintenant, les gens qui le temps d'évoluer. Le temps d'évoluer, voilà, pour eux, exactement. Mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui ont toujours poussé le curseur un peu plus loin, qui ont toujours essayé de faire mieux, de faire plus. Ces gens n'ont pas à s'inquiéter, au contraire, ils sont heureux, ils voient arriver des outils facilitateurs. Et l'IA, ChatGPT et autres, parce qu'il y en a plein aujourd'hui, il y en a une tonne, c'est des outils facilitateurs. C'est une nouvelle forme de tournevis qu'on met dans la boîte à outils, une nouvelle forme de pince, c'est tout. Hein. C'est pas autre chose que ça. D'accord. Donc pour certains, c'est une menace, et pour d'autres, les gens brillants, c'est-à-dire qui voient loin, au contraire, c'est une bénédiction. C'est ce qui va leur permettre de gagner du temps et d'éviter de faire des tâches qui leur faisaient perdre du temps. Et de faire des choses qu'ils n'auraient jamais osé faire avant, de faire des choses, par exemple, d'avoir des idées, leur donner vie. C'est ça qui est intéressant avec ces outils qui arrivent, c'est qu'on peut imaginer quelque chose, mais ancien monde, il aurait fallu passer par 4-5 étapes, n'ayant pas la compétence, ça aurait été coûteux. Nouveau monde, on peut expérimenter, tester, mettre sur le marché, voir la réaction des gens, améliorer. C'est le côté positif. Surtout si on combine avec d'autres technologies qui sont en train de se démocratiser petit à petit, comme les imprimantes 3D, comme etc. Là, on peut produire des miracles avec ça. Les imprimantes 3D, la big data de manière générale. Ah oui, c'est un nouveau monde. J'imagine même pas ce qu'ils vont faire dans le domaine de l'armement, mais c'est un autre sujet. Alors, vous savez, on dit quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ouais. Alors, ChatGPT est gratuit pour l'instant. Mais il y a une version payante, ça y est, c'est fini le gratuit. Il y a la version gratuite, mais il y a une version payante. J'ai un temps de retard. Ah, il y a une version payante maintenant. Et moi, j'ai pas d'IA pour m'aider. Voilà. Je suis un rythme humain. Et la version payante, c'est quoi? Plus rapide? Voilà, ça permet d'éviter l'attente, j'imagine. Ouais, vous avez l'autoroute et les autres, ils ont la route nationale. D'accord. Mais bon, on arrive quand même au final.
Alors maintenant, revenons au Maroc. Oui. Alors au Maroc, on est en train d'encourager les startups. Il y a différentes initiatives depuis un bon bout de temps avec les technopolis, etc., dans différentes villes. Et aujourd'hui, avec des pépinières, on les appelle, je crois, des incubateurs de startups. Ouais. Il y a des montants importants qui sont investis dans des universités privées, mais également publiques. Alors, où en est-on dans notre maîtrise de l'IA, c'est-à-dire si on fait une échelle de 0 à 10, c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe par rapport au reste du monde, et dans quelle mesure les entreprises marocaines peuvent-elles intégrer l'IA dans leur arsenal productif, notamment dans le domaine des services, mais également dans l'industrie? Où en est-on, je ne peux pas te dire, honnêtement. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans cette partie du monde, nous sommes des utilisateurs un peu fonctionnels de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller maîtriser un certain nombre de technologies, on va être un certain nombre de logiciels, de produits, pour pouvoir utiliser les capacités de traitement, d'analyse, de prédiction d'un ensemble d'IA. Déjà pas mal. Ouais, c'est-à-dire qu'en tant que... On est, en gros, en fait, si je devais segmenter, il y a 3 profils. Il y a celui qui fabrique la technologie, et c'est pas nous, il ne faut pas rêver. Il y a celui qui comprend à quoi sert cette technologie, qui est capable de se l'approprier, de fabriquer de la valeur à partir de cette technologie. Et puis il y a celui qui consomme les services et les offres qui sont basés sur ces technologies. Très bien. Au Maroc, nous sommes dans les deux. On ne peut pas être là-dedans, il ne faut pas rêver, il faut oublier. Ça nous dépasse de loin et c'est super coûteux. Donc la frontière technologique est trop lointaine, trop loin. Je ne crois pas. Si j'entends parler des choses, je ne sais pas. En tout cas, je n'y crois pas. D'accord. C'est hyper coûteux, c'est des milliards de dollars qu'il faut mettre sur la table. Et puis il faut de la donner à une échelle extraordinaire. Alors, il faut de la donner à une échelle extraordinaire, merci de le rappeler. Donc on n'a ni l'un ni l'autre, ni l'argent, ni le bassin de compétences, ni le volume de données. Donc sur ce volet-là, on sera consommateur. Donc vraiment, le fossé est creusé. Maintenant, sur cette histoire de nous accaparer un peu des technologies, d'en faire quelque chose, comme toujours, comme dans l'histoire, les Marocains sont des gens très agiles, ils sont souvent un peu fututes, ils vont aller trouver des choses, donc il y a des initiatives un peu qui commencent à émerger sur pas mal de sujets. On peut être de bons, on va pouvoir sortir des applications, on va pouvoir faire des choses. Modestement, à l'échelle de notre petit groupe, on a utilisé l'IA, on a fabriqué une technologie qui s'appelle HGAL, qui fait de l'analyse de texte, non structuré, pour pouvoir faire de la prise de décision sur la base des conversations des utilisateurs. Au niveau des réseaux, etc. Ou des réseaux sociaux, les CRC, les stores d'applications, les zones de commentaires. Le Derija français. Alors nous, on le fait, on traîne un modèle pour pouvoir faire de la Derija, de la Arancia, du français, de l'allemand, ainsi de suite, enfin de l'anglais, de l'espagnol et autres. Par exemple, c'est une initiative que nous avons faite. On a utilisé des choses existantes, on se les a appropriées, on a développé de l'intelligence dessus, mais bon, le cœur des algorithmes, on ne les a pas fabriqués, il ne faut pas rêver. On a récupéré des choses sur lesquelles on a travaillé, qu'on a améliorées. C'est ce que beaucoup de gens sont en train de faire, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans le retail, que ce soit... Beaucoup de gens sont en train de faire beaucoup d'initiatives autour de ça. Maintenant, je ne pense pas qu'on a les écosystèmes en place pour pouvoir encourager une accélération de l'appropriation de l'IA. Je sais qu'il y a quelques initiatives au niveau de quelques universités, Euromed de Fès, Ben Grir, j'ai oublié une autre sur laquelle j'avais... de Rabat International. De Rabat, ouais. Donc il y a un peu de frétillement au niveau de l'université, moi je trouve ça bien, intéressant. Après... pour le coup, c'est des fondations davantage que des universités publiques. Oui, parce qu'elles ont plus de moyens. Elles peuvent capter des talents. Et plus d'autonomie déjà elles sont dans la gestion. Elles sont allées chercher des Marocains ou des Marocaines qui étaient à l'étranger, qui avaient un track record intéressant. Donc oui, elles peuvent leur permettre de venir. Et il y a du frétillement au niveau en tout cas de l'université. Ça, je le vois à travers quelques événements, quelques manifestations. Deuxième partie de ta question, c'est au niveau de l'entreprise marocaine, ce qu'on peut en faire. Pas plein de choses. Au niveau de l'entreprise marocaine, on peut faire beaucoup de choses. À minima, des choses qui sont liées à l'amélioration de la productivité dans la communication, dans la production de contenu, dans la communication des marques, dans le marketing, dans la compréhension du consommateur, des choses qui sont au moins de base. Après, il y a plein de domaines, ça dépend de votre métier. Si vous avez un métier dans lequel vous faites passer plein d'objets, au lieu que ce soit des humains qui les trient, vous pouvez mettre du computer vision pour faire de la reconnaissance et du tri automatique. Si vous gérez la sécurité, par exemple, vous pouvez de la même manière, au lieu de mettre des caméras et juste qui enregistrent, non, vous mettez derrière de la technologie qui permet de détecter des facteurs de risque, des éléments d'incident, de générer de l'alerte, d'intervenir par anticipation. Tout dépend du métier. Vous êtes dans le transport et la logistique, c'est magnifique. Alors, il y a une autre question par rapport aux entreprises marocaines. En général, on se plaint beaucoup d'un certain type d'entreprises marocaines pour leur conservatisme dans le management, dans la manière de gérer les choses, notamment les entreprises familiales. Est-ce que vous avez vu des réticences au niveau du monde de l'entreprise marocaine par rapport à l'IA, des gens qui vont dire non, je n'ai pas besoin de l'IA, mais moi je connais, je maîtrise ce que je maîtrise et je n'ai pas envie de bouleverser mon schéma. Est-ce qu'il y a ce type de résistance ou non? Écoute, est-ce qu'il y a une question générationnelle peut-être que...
Alors, dans déjà? les entreprises dont tu parles, beaucoup sont en train aujourd'hui de léguer aux ayants droit, aux Oui. jeunes qui arrivent. Donc, il y a quand même un gros changement au niveau du mindset de l'entreprise familiale au Maroc. Moi, je trouve que l'entreprise familiale au Maroc est intéressante à observer. Le sujet Mhm. m'intéresse sur un autre volet. Mais je pense qu'il y a une petite révolution qui est en train de se passer dans la manière dont on aborde le management dans l'entreprise familiale au Maroc. Contrairement un petit peu peut-être à l'idée qui est restée figée sur les Mhm. anciens patrons, les anciens types de patrons. Parce que là, ils ont tous aujourd'hui leurs enfants qui ont fait des études, qui sont dans le monde moderne, qui sont en train de récupérer les activités et qui sont très techy, pour la plupart, Mhm. très ouverts parce qu'eux aussi veulent amener leur touche. Ils Bien veulent sûr. changer l'entreprise familiale, ils veulent ramener quelque chose, intégrer de la technologie. Puis il faut être fier que le papa soit fier ou Exactement, la maman soit fière, bien sûr, voilà, donc il faut bien ramener. évidemment, bien sûr. Puis ils ont payé des universités tellement chères, faut pas mentir. Ah, ils ont intérêt, oui, Et il faut que ça apporte quelque chose pour au business rentabiliser. familial. Moi, je Oui. pense que du côté des entreprises familiales, je serais plutôt dans la prochaine verse en disant que il y a quelque chose que je trouve très bien chez nous, les Marocains, c'est que quand on voit l'opportunité quelque part, on se mobilise. Si Mhm. on comprend que derrière l'IA aujourd'hui, avec ce qu'on a vu sur ChatGPT, ça montre des choses. Alors moi, ça fait 5 ans que je suis sur le sujet. Mhm. ChatGPT est venu ce début d'année 2023. Il a juste mis à la surface quelque chose et tout le monde dit ouais, c'est super Est-ce l'IA, que c'est ça vous machin. réjouit que tout le monde en parle maintenant? Est-ce que ça vous agace parce que les gens disent tout et n'importe quoi Alors, par rapport, ou un peu alors les deux? d'un côté, ça me réjouit parce que ce n'est plus le truc fantasmagorique. Donc, Oui. on voit concrètement des applications. Mhm. Donc, nous, quand on dit on fait ça, on dit ah ouais, vous faites comme ChatGPT. Ouais, je fais la même chose. Moi, je m'intéresse juste aux consommateurs marocains, déjà, machin, j'essaie de Ouais. comprendre. Donc, c'est déjà pas mal. On nous situe dans un univers. Maintenant, ce qui m'agace, bien évidemment, c'est un peu comme toute chose. Au début, il y a ce côté exceptionnel et puis on commence à imaginer que l'IA va rentrer dans notre petit cerveau. Il va analyser notre humeur du jour. Elle va nous dire ce qu'il faut faire, quand il faut faire, comme il faut faire. Mais là, Peut-être c'est ça un va être le peu, cas dans quelques années, je ne sais pas. je sais pas. Alors, vous êtes un amateur de science-fiction, un peu comme moi. Ouais. Mais bon, Non, mais vous savez très bien que quand on a Elon Musk qui travaille sur une puce qui va être implantée au cerveau, qui va prendre en compte les changements hormonaux, la température du corps, etc., eh ben, il peut développer un algorithme. Si tous ces paramètres atteignent ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a telle émotion. écoute, oui, d'abord, même avant tout ça, sans qu'on nous intègre de puce ni rien du tout Je sens que je aujourd'hui. vous agace. Non, 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 pas du tout, non, non, pas du tout, pas du tout. Sans qu'on nous mette ni puce ni Ouais. rien du tout aujourd'hui, il est possible par un ensemble de données et d'observations Mhm. d'arriver à prédire l'émotion qui est en œuvre chez un être humain. Donc, on n'a même pas besoin d'implanter Mhm. quoi que ce soit. D'abord, là, il Ouais. suffit de mettre une petite caméra, d'analyser Rachid pendant un Ouais. La moment et de poser une température. probabilité en disant Rachid est agacé, Rachid est anxieux, Rachid Ouais. est heureux. Donc, Mhm. d'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu qui m'a, enfin, il y a quelques années, qui m'a vraiment donné, parce qu'il y a un côté fiction dedans au début, qui Mhm. s'appelle Dans la Google du loup. C'est intéressant parce que, Pas mal. ouais, ce qui est sympa, c'est que ça raconte l'histoire de quelqu'un qui se réveille le matin, bon, qui va aller faire sa toilette, il y a un miroir en face avec la reconnaissance, le miroir voit qu'il a un teint blafard, Mhm. qu'il a un peu de jaune dans les yeux, et tout, il analyse l'urine quand il fait ses besoins, désolé pour les auditeurs, c'est naturel. Et puis, à un moment donné, il lui sort un truc, il lui dit, attention, votre taux de ceci a monté de cela, Ouais. machin et tout. Donc, du coup, le petit déjeuner est conditionné par l'analyse qui s'est faite, D'accord. et ainsi de suite. À la fin de l'histoire de la fiction, c'est que le gars, il va au boulot, je te passe un peu tous les détails, Mhm. mais c'est quand il rentre le soir que c'est intéressant. Il a une sale journée. Donc, quand il rentre le soir, la télévision lui impose l'émission qu'il va regarder pour fonction de améliorer le l'humeur. mood. Pour monter Donc l'humeur. aujourd'hui, pas de film d'horreur, voilà, un film comédie, voilà. Oui, mais j'ai envie de dire, honnêtement, on va petit à petit vers le fait que, à tous les points de contact de notre quotidien, la technologie va agir, Bah, c'est les assez objets tyrannique quand même, connectés. c'est-à-dire Oh, qu'on ah perd oui, bien notre sûr. marge, parce que le libre arbitre, c'est également la Bien sûr. capacité de faire des erreurs, je veux dire, Ah oui, c'est bien pas sûr, d'être parfait. bien sûr. Non, ça, ce côté-là, je te l'accorde, c'est vrai. Ce qui va se faire petit à petit, c'est que nous, les humains, nous sommes des fainéants. Et ça, les gens l'ont compris. Oui. Les gens qui fabriquent la technologie l'ont compris. Aucune technologie n'est fabriquée sans le recours aux neurosciences. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mhm. Donc, on nous analyse bien, on comprend comment on fonctionne, et petit à petit, on nous met dans un cadre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, les humains? On est très heureux, hein. Aujourd'hui, on voit un chat GPT qui va écrire à notre place. Pourquoi Génial. est-ce qu'on va se priver? Pourquoi est-ce qu'on va l'écrire? Mhm. On va le mettre dans notre petit sous-système de messagerie, on va dire, réponds à celui-là, ah, c'est cool, tu envoies. Mhm. Et là, on va s'habituer. De la même manière qu'on s'habitue au téléphone, qu'on s'habitue à Internet, qu'on s'habitue. Au début, il y a toujours une forme de méfiance, de résistance. Après, Oui, dès qu'on goûte, oui, voilà, mais c'est on bon, on goûte. y va. Ouais. Finalement, c'est super, c'est Ouais. comme le petit sucre, on a le bénéfice, c'est confortable, ça nous évite de travailler. Nous, la vérité, l'humain par essence, on est fainéant. Mhm. C'est comme ça. Et je pense que dans notre culture ici, on est un peu plus fainéant. Mhm. On préfère Ouais, ça, sortir à 17h, aller prendre le café, parler du Barça, machin, plutôt que d'aller lire un livre. Ah, c'est vrai que la culture du Euh, travail ah, change d'une change. région à une autre. Et... Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus le temps va passer, plus on va être addict à toutes ces technologies. Et puis, un jour, on va nous dire, vous savez, c'est super, vous avez une technologie qui est capable d'interpréter en temps réel votre état de santé. Ah ouais, c'est super ce truc. Mhm. Je le mets chez moi. Puis après, on va vous dire, je me suis dit n'importe quoi, vous avez un ascenseur intelligent qui va vous amener là où il faut, dans l'étage où il faut, parce que vous devez rencontrer celui-là, mais pas Mhm. celui-là. Mhm.
Puis bah, finalement, c'est pas bête, il vaut mieux que je commence par celui-là que par celui-là. Et Et ainsi de puis suite. même, il va filtrer les appels de vos amis. Ah oui, Cet il va ami, dire, il est un non, peu il est toxique, toxique, celui-là. il Ouais, va vous toxique, embêter. faut Donc que tu lui voilà, parles, voilà. donc occupé, ça va En sonner fait, occupé. ce qui est intéressant dans le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est que à un moment donné de l'histoire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est les assurances qui tiennent le business. Parce que finalement, ils ne veulent pas vous assurer parce que vous avez un cholestérol qui est élevé, vous risquez de Oui, tomber malade oui. et d'aller à l'hôpital et de coûter tant d'argent aux contribuables, ainsi de suite. Donc finalement, on vous interdit de prendre votre boisson préférée, on vous interdit de prendre votre pizza, Pour on vous rester donne dans un- la tranche pour rester d'espérance dans de la vie. tranche de vie, exactement, celle qui coûte le moins cher à Exactement. l'assureur pour que vous tombiez pas malade. C'est le Exactement. côté un peu, en fait, c'est une histoire avec un trait tiré, mais quelque Mm. part, ça prépare Oui. ce qui pourrait nous arriver dans les 20-30 ans qui arrivent, si on Mm. continue, pchouïa, en train de nous Ouais. d'avancer là-dedans. Mais c'est vrai qu'un jour, on n'aura pas beaucoup de libre arbitre. Mm. J'espère que les humains comprendront que tout ça, ce sont de superbes technologies, tant que nous décidons, nous, Mhm. d'en garder le contrôle, de faire un bon usage intelligent. Mais le jour où on abandonne notre humanité, notre libre arbitre, notre capacité à produire, à faire, si l'IA devient plus intelligente que nous, ben on l'aura bien cherché, j'ai envie de dire. Ouais. Après, D'ailleurs, récemment, j'ai vu un article qui parlait de l'IA de Google, je crois, Oui, oui. qui avait dit à la personne qui l'interrogeait, si je devais choisir entre ma vie et la vôtre, je choisirais la mienne. Bah oui. Alors imaginez si cette machine avait la possibilité de débrancher la personne, enfin Ouais, de la de la liquider. débrancher. Oui. C'est- Après, il y a les IA létales aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de l'armée, il y a des IA létales qui sont en cours de test Mhm. et qui, à la limite, vont prendre la décision sur le champ de combat. Tirer, pas tirer, lancer missile, Bah oui. lancer... Ouais. Non, c'est. Alors, une dernière question. Là, c'est un peu mon côté optimiste. Alors, j'aimerais vous contredire par rapport au fait que vous avez dit que c'est trop tard, que le monde est parti trop loin dans l'IA et que le Maroc, à sa petite échelle, ou même n'importe quel autre pays de cette échelle-là, ne peut pas rattraper son retard. Et qu'on peut juste faire un usage intelligent d'une technologie produite ailleurs. Alors, je peux y souscrire, mais disons que j'ai des interrogations. C'est qu'a priori, contrairement à l'industrie lourde, de pointe, etc., on a l'impression que dans le domaine de l'IA, il y a de très faibles barrières capitalistiques par rapport à l'industrie lourde, etc. C'est-à-dire que globalement, on a des personnes intelligentes avec des laptops, Ouais. une bonne connexion Internet, et puis voilà, ils peuvent programmer une IA. Et bien évidemment, c'est toutes les personnes dont je t'ai parlé tout à l'heure qui sont au milieu de la chaîne. C'est-à-dire ceux qui sont capables aujourd'hui de dire, tiens, j'ai envie de fabriquer un produit qui calcule en temps réel l'état d'un bien immobilier et en même temps, je vais donner aux gens la possibilité. Non, mais même l'algorithme, je dirais même le noyau. L'algorithme, qu'est-ce qui Alors- empêche des Marocains brillants de programmer un algorithme à la base d'une nouvelle IA? Rien, la vérité, rien. Il y a beaucoup de Marocains brillants dans les centres de recherche internationaux. J'en ai rencontré d'ailleurs deux aujourd'hui, dans le cadre d'un événement. Mais ils sont dans des centres de recherche internationaux qui sont dotés des moyens adaptés. Alors, c'est quoi les moyens adaptés? C'est ce C'est- que je dis, parce que c'est dans l'IA, beaucoup c'est quoi? d'argent. C'est des laptops? Ah, L'argent non, non, pourquoi? non, non, L'argent c'est beaucoup pourquoi? d'argent. Beaucoup d'argent Les pour, serveurs, les... écoute, c'est pas que les serveurs. Enfin, d'abord, serveur, tout se fait en cloud, hein, il n'y a plus rien, pas de serveur. D'accord. Les gens vont tous travailler sur un laptop, machin. Mais il te faut d'abord un nombre important de cerveaux qui travaillent. Il te faut de la donnée massive. Il te faut de la capacité de calcul et du compute. Et c'est à échelle de milliards de données que tu traites. Rien que le coût, entre guillemets, du compute, c'est des centaines de millions de dollars. Du calcul, simplement. Donc, oui, il faut beaucoup d'argent. Et il faut aussi être dans un état d'esprit de visionnaire qui veut dominer le monde. Il ne faut pas arriver, nous n'y sommes pas. Il faut être réaliste. Je pense qu'on peut être de super utilisateurs, fabriquer de belles technologies, devenir éditeur de solutions basées sur de l'IA embarquée, j'y crois. Moi, je dis par exemple, la réussite d'un projet d'innovation dans l'IA, c'est quoi? C'est la rencontre du métier, de quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, où il y a des opportunités d'amélioration, où il y a des facteurs de risque qu'on veut couvrir, où il y a, tu vois, métier, quelque chose, et puis la maîtrise de la technologie. Un pays comme le nôtre qui a envie de faire quelque chose d'intéressant dans l'IA devrait se poser la question de quel pourrait être mon terrain de bataille qui va faire que dans les années qui arrivent, je pourrais être un pays éditeur de solutions très intelligentes, poussées, et qui pourraient aller à l'échelle régionale, voire mondiale. Mais on ne peut pas le faire dans la santé, dans l'agriculture, dans l'immobilier, Il faut bien choisir son champ de bataille et ne pas livrer Il faut dire, plusieurs ok, batailles en même temps. par exemple, nous sommes un pays agricole, nous avons une étendue extraordinaire, nous avons une variété, une richesse, nous avons aussi une variété atmosphérique qui est intéressante, nous avons d'excellents ingénieurs agronomes, ça peut être intéressant. Le Maroc peut dire demain, comme j'ai fait dans l'industrie aéronautique, j'ai créé les écosystèmes, et comme j'ai fait dans l'industrie automobile, là aussi je crée des écosystèmes autour de l'agriculture et l'IA. Et
je peux faire des choses Et intéressantes. donc capter toutes les informations météorologiques, les traiter, Exact. les analyser, Les informations qu'on récupère comment par va les évoluer. satellites, les informations. On a des Oui. choses. Oui. C'est-à-dire qu'on peut mettre en commun des informations qu'on peut récupérer par des drones, par des satellites, Oui, par des exactement. capteurs physiques. On a deux, Et on a une série de données historiques au Maroc par rapport à Oui. l'agriculture. Donc ça peut être extrêmement intéressant d'aller fouiner un peu là-dedans et dire on a envie de fabriquer peut-être des algorithmes prédictifs très pointus sur des choses. Là oui. Pourquoi? Parce qu'on a la série de données et on peut la voir, et on peut la capter. Et puis on a des capteurs de données réguliers qui sont là. Et puis on a la variété, la diversité. Ça lien avec Big Data. Il faut de la variété, il faut de la diversité, il faut de la volumétrie. Pourquoi moi je reste optimiste? Parce que si on élargit un peu l'échelle, le Maroc peut faire partie d'un bloc. C'est que l'argent, les pays du Golfe en ont. Je veux dire, globalement, ce n'est pas quelques centaines de millions de dollars qui vont les effrayer. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre de l'argent dans un projet qui peut être initié par le Maroc. Les pays du Golfe, ici. Les pays du Golfe peuvent investir dans un projet monté par le Maroc, dans un projet, coprojet Alors, entre nous. Dans ce type de technologie, ils préfèrent piquer les ressources d'ici et les amener là-bas. Je ne sais Et pas. moi, à leur place, c'est ce que je ferais. Après, tout se négocie, c'est-à-dire qu'on peut héberger le projet, il peut être financé en partie par les Émirats, le Qatar, etc., l'Arabie Saoudite. On a des ingénieurs brillants, le Maghreb, on a également. Je fantasme peut-être, je rêve, mais ce que je veux dire, c'est que il ne s'agit pas de barrières infranchissables. C'est pas comme, je sais pas, envoyer une fusée dans l'espace ou envoyer un satellite dans l'espace, c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même maîtriser une pluralité de domaines, l'aérodynamique, la métallurgie, les réacteurs, toute l'électronique qui va avec. Là, c'est effectivement trop loin peut-être. Il n'y a que des pays à l'échelle de la Chine ou de l'Inde qui ont pu rattraper effectivement de retard au niveau spatial. Mais dans l'IA, si le seul obstacle, c'est l'argent et les compétences, on a les compétences à l'étranger, on peut les rapatrier. C'est pas l'argent, c'est pas que l'argent. Et l'argent, on peut le trouver, je veux dire, c'est pas... C'est pas que l'argent, les compétences. Et puis les data, enfin, si c'est de la data, les data, on peut inclure un pays comme l'Inde dans un projet commun, je veux dire. Ah, si c'est des projets qui sont faits en collaboration avec plusieurs pays, oui, c'est toujours possible. Ça peut être jouable, oui. Ça peut être jouable. Mais le Maroc tout seul, non, c'est ce que je voulais dire. Moi après, peut-être que... Alors, toi, tu as dit ton côté optimiste, moi, je vais dire mon côté hyper méga pragmatique de patron d'entreprise qui vit un quotidien qui n'est pas toujours facile ici. Hein, je comprends. Ok, faire de l'innovation ici, c'est vraiment un parcours de combattant. Mais en tout cas, bravo de le faire. On essaye en tout cas, on est juste un peu fou pour le faire, c'est tout. Un petit grain de folie pour faire de l'innovation. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les écosystèmes aujourd'hui favorables à l'émergence de quelque chose de solide. Tu as parlé tout à l'heure d'incubateurs et tout, il y a la réalité, il y a ce qu'on dit pour les journaux, il y a la réalité du quotidien. D'accord. La réalité du quotidien, c'est que autant le Maroc a fait un super boulot sur certains secteurs structurants, dont on voit les résultats aujourd'hui, autant sur la partie digital, techno, écosystème, machin, on a encore beaucoup de boulot à faire. On n'est pas mauvais, c'est pas ce que je dis, qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais on est encore très loin des bons standards pour créer la vraie dynamique. Aujourd'hui, quand on fait de l'innovation, on achète beaucoup de technologies internationales. C'est une galère de payer les technologies internationales. En devise. Parce qu'il y a le contrôle d'échange, parce qu'il faut une autorisation. Et en plus, dernièrement, même avant on les payait par virement, maintenant il faut justifier pourquoi vous la faites, dans quel processus elle intègre, est-ce que c'est vraiment pour créer de la valeur ajoutée dessus ou pas, et vous avez la banque, vous avez l'éditeur qui va vous donner un accès temporaire d'une semaine, vous posez votre virement, il arrive que le processus prenne 3 semaines avant qu'il arrive son argent. Lui, au bout d'une semaine, il commence à douter, il se paye ma tête, il veut utiliser ma technologie gratuitement. C'est un problème purement administratif que l'on peut contourner assez facilement, mais qu'on entretient. Mais ça pourrit la vie des chercheurs. Je connais des gens qui font de l'innovation. Tu prends ça d'un côté, bien sûr. Alors que nos concurrents n'ont pas du tout ces problèmes. Tu prends les difficultés de financement. Aujourd'hui, des gens qui veulent aller dans l'innovation et qui sont réels. Hein, parce que tout ce qu'on raconte, moi, j'ai testé, j'ai regardé. C'est bon pour la presse. C'est pas réel. La fuite des talents. Oui, ça c'est l'hémorragie. Aujourd'hui, pourquoi les talents s'en vont? C'est un sujet qui est important. Ils s'en vont pas que pour le salaire. Non, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Au-delà de l'environnement global du travail, de vie, sur lequel difficile d'avoir la main, c'est systémique. Ils vont parce qu'on leur propose des projets stimulants. Parce que quand vous prenez par exemple un data scientist, il a besoin, sa durée de vie est courte, mine de rien. Si jamais par malheur, il ne traite pas plusieurs projets dans le temps, il n'apprend pas, il n'évolue pas, il devient caduc, il devient obsolète. Rapidement. Au bout d'1 an et demi ou 2, le gars, il vaut plus grand-chose sur le marché. Donc, ils ont besoin d'être dans des projets qui sont stimulants. Pour être toujours à la pointe. Pour être toujours à la pointe, parce que ça va trop vite. Lui, il a besoin d'être en permanence mis face à la complexité pour pouvoir aller prendre un truc, le tester, l'apprendre, travailler avec des gens qui vont le stimuler. C'est ce genre d'environnement que nous n'avons pas pour ces gens-là. Donc, tous les bons talents pointus vont plus facilement partir à l'étranger, dans des centres de recherche, dans des universités, chez des grandes entreprises, chez des grands cabinets conseils, chez des grandes boîtes. Et c'est tout à fait logique. Le gars, lui, s'il ne fait pas ça, il perd en valeur.
Donc, et ça se comprend. Donc, il ne faut pas essayer de retenir ces gens-là avec du blabla patriotique. On est d'accord. Sinon, le gars, il n'a plus de valeur. Donc, Oui. tu cumules tout ça. Tu peux te poser la question légitime, est-ce qu'on peut avoir les conditions pour pouvoir faire émerger... Là, c'est plus clair. Moi, Parce que là, on est... Non, mais c'est bien, désolé, on je est suis allé un peu au... terre à terre, mais c'est le Non, non, mais discours c'est vrai. pragmatique d'un entrepreneur aujourd'hui. Là, effectivement, on est dans des problèmes beaucoup plus structurels et systémiques qu'une question de manque d'argent, etc. C'est un vrai problème pas l'argent. de paradigme, de Exact. structure, de rapport. Et encore une fois, nous avons bien réussi des choses dans les écosystèmes, dans l'atome. Bah, Il est en possible de mobile, les reproduire aéronautique. ici. Oui. Moi, c'est ce que je Mais dis. il Je faut dis, une si on les volonté avait fait ici, politique et- mais il est possible de les faire ici. Mais il faut se focaliser. Moi, la seule chose que je dis, c'est que tout ça est passionnant. C'est vraiment un nouveau monde. Hein. C'est ChatGPT, tu en parlais tout à l'heure. Là, c'est comme l'arrivée d'Internet à un moment donné. En gros, hein. Ça ouvre des possibilités. Ça ouvre un nouveau monde. Il y a plein de choses qui sont possibles. Mais il faut prendre ça avec une approche un peu plus pragmatique et surtout plus focalisée. Parce qu'on ne peut pas aller sur tous les fronts. C'est impossible. Il faut choisir des domaines dans lesquels on a envie d'être excellent, très bon, et accepter que pendant un certain nombre d'années, on va dérouler. Et puis viendra un moment, on arrivera à un niveau de maturité où on sera reconnu, parce qu'il faut arriver à être reconnu quelque part, dans un domaine. Je pense que l'agriculture au Maroc peut être un super domaine pour l'IA. Eh bien, Fad, merci infiniment. C'est gentil de Merci nous à avoir toi. éclairé par rapport à toutes ces questions-là. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. J'espère que tu vas rester optimiste, hein, parce que moi, j'étais... Ah non, mon optimisme est inébranlable. Ne vous inquiétez pas. Mais il peut être atténué. Merci de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.